Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette saison 2 des coulisses de l'auto-édition. Alors aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un de très spécial, puisque c'est moi-même, et Bibi. Donc je vais faire la première émission de cette année. Et vous allez voir qui c'est qui va m'interviewer. C'est le même que j'ai interviewé saison 1. Premier épisode. Donc on va voir s'il nous rejoint. En attendant, je vais mettre le générique. C'est partie générique. Regarde ça un peu. Je fais ma star. Le Breton, il y a deux grains de soleil et il a sorti les lunettes de soleil. Ouais. T'as vu? On m'a dit, je suis invité à un podcast. Alors j'ai dit, je vais mettre les lunettes de soleil. Ça fait star. Tu es invité à ton propre podcast. C'est merveilleux. Est-ce que tu me vois? Non. Ok. Alors par contre, j'ai un petit. Mais j'ai mis la casquette parce que j'ai les cheveux. C'est tellement n'importe quoi. Je vais sortir. Non, ça te donne un côté, je sais pas, génie, tu vois. Un côté quoi? Génie, ouais, mais ils sont pas assez longs pour faire génie. Génie scientifique, tu vois. Style, allez, je vais te faire un truc sympa. Comment dire? McFly. Non, c'est ah oui, McFly, le doc. McFly, Marty McFly. C'est cool. Non, mais là, il faudrait qu'il soit plus long. Là, c'est un entre-deux. C'est entre court et long, c'est moche. Rien. On sait pas ce que c'est. Il faudrait que ce soit vraiment plus long, quoi. En fait, les youtubeurs, ils mettent tout le temps des casquettes. Alors, j'ai vu faire pareil. Les casquettes, ça fait jeune. Avec ma barbe blanche de vieux. Bon, comment tu vas, mon ami Ryan? Ouais, ça va. Et toi, Patrick? Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais. T'es devenu une superstar en plus. Pas du tout. J'ai genre 2 ou 3 écoutes par sur Deezer. Enfin, sur les plateformes comment dire, musicales. J'ai 2 ou 3 écoutes par épisode. Bon. Mon petit gars, puisque tu nous as mis au grill, je vais me faire un plaisir de débuter la deuxième saison avec toi en tant qu'intervieweur et non pas interviewé. Ouais. Super intro. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Les coulisses de l'auto-édition, le podcast qui donne la parole aux auteurs et autrices de livres auto-édités. Je suis Patrick, moi je suis pas Ryan, moi mon auteur de arrivé comment dire au 4e roman sur les 4 dernières années. Et donc j'avais décidé de faire la première avec toi Ryan pour les coulisses de l'auto-édition. Et donc depuis tu as donné la parole à plusieurs auteurs auto-édités, et ça, c'est plutôt pas mal. 14. Bah, ma foi, tu vois, toi qui disais ramer au démarrage, je trouve que c'est plutôt pas mal pour mobiliser des inconnus et les faire parler, les faire comment dire, donner leur avis sur ce monde qui est un peu particulier, qui est l'auto-édition. Dont tu fais partie et puis je salue de nouveau ton idée de faire parler les auto-édités. Je suis d'ailleurs très très fier d'avoir contribué à les coulisses de l'auto-édition. C'est toi qui a créé le titre en plus, qui a inventé ce titre. Enfin, tu m'avais soumis les tiennes, moi j'avais pondu ça rapido, mais de toute manière c'est un peu la joie des brainstorming quand on fait ce genre de trucs. C'est toujours génial de voir apparaître quelque chose d'évident et de se dire c'est ça quoi, c'est ça, c'est pas autre chose, ça ne peut être que ça. Bah oui, carrément. Donc voilà, écoute, qui se cache derrière Ryan Flock? C'est très bien pour faire la transition parce que toi Ryan, tu viens d'où? Ah, je viens d'où? De quelle planète tu viens? Alors, je suis né en l'an de grâce 1977 à Nantes.
Donc je suis né à Nantes. J'ai vécu surtout en Bretagne, moi, hein, puisque mes parents ils ont déménagé à Quimper. J'avais en 81, donc j'avais 4 ans. On est passé par Brest entre-temps. Brest, Quimper, et après Saint-Ivy, le petit bourg où j'ai grandi. Et dans le 29, Finistère Sud. Et ensuite, je suis allé, j'ai fait un bac, un des bacs réputés les plus difficiles, on disait à l'époque. C'était le E. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, mais ça dépend pour qui, franchement. En fait, le S, c'était maths. C'était CDE, en fait, ce qui a été ensuite regroupé en S. C, c'était maths, D, c'était sciences nat, et E, c'était technologie. Donc moi, j'avais 8 heures de technologie par semaine. C'était informatique, électronique et mécanique. J'ai ramé. Bon, bref, j'ai quand même eu mon bac avec 11,81 de moyenne. J'ai ensuite fait un DUT génie thermique et énergie à Lorient. J'ai fait 2 ans à Lorient. J'ai ramé, alors bien comme il faut aussi. Après, je suis parti faire un an à Aix-en-Provence de commerce, parce que j'en avais ras-le-bol des équations, des différentiels, des logarithmes. Et je me suis dit, je veux voir un peu autre chose. Donc, je suis parti faire une année de commerce, du technico-commercial en fait, à Aix-en-Provence. Alors, j'ai fait. Pour le coup, c'était vraiment très facile. Je trouve, j'ai pas fait grand-chose à part découvrir les Bouches-du-Rhône. Apprendre l'italien avec des italiennes et puis rencontrer plein de gens, des Erasmus et tout. On faisait la fête tout le temps chez les gens, c'était vachement bien. Commerce, j'ai pas fait. Ensuite, j'ai fait de guitare que de commerce, quoi. Aussi. Ça m'étonne pas, un musicos dans le commerce. Donc ensuite, j'ai dû faire objecteur de conscience parce qu'il y avait encore le service militaire. Je voulais pas faire mon service, j'ai fait objecteur de conscience. Un an et demi à Brest, dans une association qui faisait des séjours des séjours adaptés pour personnes handicapées. Ensuite, j'ai rejoint, après 1 an et demi, je suis parti en avril 2000. Je suis parti en Italie, habiter là-bas, rejoindre ma copine que j'avais rencontrée à Aix. Donc pendant 1 an, presque 2 ans, j'ai fait une relation à distance. Très mauvaise idée, hein. Si vous voulez faire ça, faut pas faire. C'est là que tu as commencé à parler italien ou tu savais pas? Voilà, c'est là-bas en Italie que en fait, c'est à Aix-en-Provence, j'ai commencé à apprendre l'italien. J'ai toujours aimé cette langue. Et après, je me suis mis avec une italienne. Je lisais pas mal, j'ai essayé de lire pas mal et d'écouter pas mal des chansons. J'écrivais aussi, parfois je lui écrivais des lettres, parce qu'à l'époque on écrivait des lettres à la main. Pas trop de mails encore. Ah mais ça, tu parles de l'an de grâce du siècle dernier, quoi. Non mais même c'était 98, 99, j'écrivais à la main encore des lettres. J'en ai écrit, je sais plus, 80 je crois, un truc de fou. Et donc après ça, je suis resté 2 ans en Italie, puis j'ai fini par quitter mon ex-copine. Bon, ça c'est pour X raisons. Entre temps, j'en avais trouvé une autre, qui est actuellement la mère de mes enfants, avec qui je vis toujours, qui m'a rejoint en France. Je suis descendu à Bordeaux, et maintenant j'habite en Gironde depuis. Voilà. En gros, mon parcours, on va dire, plutôt scolaire. Dans un grand pays bordelais. Une grande Ah, c'est Cavignac, ça s'appelle. Cavignac. Et après, en parcours professionnel, j'ai fait de très mauvaises expériences en France. Parce qu'en fait, en Italie, j'étais technico-commercial. Bon, je faisais pas grand-chose. Je m'occupais de vendre des containers de tubes pour l'irrigation en Algérie, parce que je parlais français. Enfin, je parle français. Donc, je m'occupais plutôt de ça. Mais bon, c'était assez tranquille. Et puis en France, j'ai eu que des mauvaises expériences en technico-commercial, mais vraiment catastrophiques. Alors je sais pas si c'était parce que j'étais à Bordeaux, je dis toujours, si c'est parce que j'étais en France, ou si c'est parce que j'ai vraiment pas eu de bol. Je me suis reconverti en dessinateur industriel, parce que j'avais fait des études techniques, comme je t'ai dit, DUT génie thermique et énergie. Et j'ai fait plusieurs boulots. Alors j'ai travaillé dans 5 entreprises J'ai fait des piscines, j'ai fait des containers frigorifiques, des climatiseurs de tente, j'ai fait de la chaudronnerie, j'ai fait des tapis, des empileurs, des convoyeurs, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des filtres, des silos. Et t'as eu combien de vies dans ta vie là pour le moment? C'est quoi ton truc?
pas assez, j'ai envie de dire. J'aimerais bien faire plus. J'ai fait des radeaux de survie, et c'est Zodiac, hein. On faisait des radeaux de survie gonflables. Et puis là, au bout de 2 ans, c'est plan social. Donc, ils ont viré tout le monde, sauf 10 sur 80. Et depuis, je suis à mon compte, quoi. Je me suis mis à mon compte parce que je me suis dit, j'en ai un peu marre d'aller chez les uns, chez les autres, et puis pour pas savoir sur quoi tomber. Je me dis, j'ai l'opportunité de me lancer. Maintenant, je le ferai jamais. Donc, et puis là, ça fait 2 ans que je suis formateur et dessinateur en dessin sur les logiciels SolidWorks, AutoCAD, SketchUp, Excel, même si, puis même Windows. J'ai fait une formation Windows à un retraité à Agen là il y a 3 semaines. En 1 mois, c'était super sympa. J'ai fait 2 jours à Agen. Je me suis pris un petit appart Airbnb, et puis j'ai été chez le monsieur, le former sur Windows. C'était chouette. Un retraité. C'est cool. Ouais, c'est cool, ça change. Mais j'aime bien moi la variété en fait. Comme je dis toujours, c'est comme la côte bretonne. La côte bretonne, elle est découpée, elle est variée. Moi, c'est pareil. J'aime bien quand ma vie, elle est variée. Pas toujours les jours la même chose. Donc, l'idée, si tu veux, c'est de dire maintenant, ok, il y a ce parcours scolaire et professionnel, mais il y a ce truc aussi qui fait qu'à un moment, tu as envie d'écrire. Raconte-nous cette histoire, cette deuxième aventure dans l'aventure. Alors moi j'ai écrit mon premier livre, donc qui est Magari, c'est donc le premier livre que j'ai écrit. Alors en fait ce livre-là, je l'ai écrit en 2018, mais j'en avais eu une partie de l'idée déjà quand je suis rentré d'Italie, en 2002. Parce que j'ai vécu tellement de choses là-bas, comme tous les gens de toute façon qui changent de pays, je pense, tu découvres une culture même si c'est européen, moi je m'attendais pas à ce que ce soit si différent en fait. Si différent de la France. Moi je pensais que j'arrivais dans un pays européen, tranquille, la sécu, le machin, tu sais, là. Tous les trucs à la française quoi. Les aides, le pôle emploi, enfin NPE à l'époque et tout, enfin tout pareil quoi, l'hôpital gratuit. Eh bien en fait ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça, t'es vraiment dans un autre pays. Et ta beau être en Europe, c'est un autre pays avec son système, ses langues, ses dialectes. Tous les 5 km, t'as un dialecte qui se modifie. T'as la nourriture, évidemment, tout ça. Et en rentrant d'Italie, je me suis dit, mais punaise, mais il y aurait de quoi romancer. En fait, il y aurait de quoi vraiment faire des histoires plus ou moins marrantes, un peu une comédie, quoi, si tu veux. Et en même temps, mettre un peu une histoire d'amour là-dedans. Pour une femme, quelque chose, une quête. Hein, une quête d'une femme et une quête de soi aussi. Ce qui serait effectivement intéressant, c'est de voir un peu comment tu as mis le pied à l'étrier. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis le pied à l'étrier pour pouvoir écrire ton premier bouquin. Ouais, donc, et puis j'ai toujours des idées. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours des idées. J'ai toujours des trucs qui me viennent à l'esprit. Je me dis, punaise, ça ferait un bon livre. Ah, ça ferait un bon livre. Toujours des trucs qui me viennent comme ça. Puis je les note pas, donc j'oublie. Mais c'est un truc toujours. Mais j'avais écrit d'ailleurs, j'avais commencé à écrire un livre quand j'étais j'avais 10 ans ou 12 ans, je sais plus. Je devais être en 6e, 11 ans, où j'avais commencé à écrire les aventures de Jeff Moran, le fils de Bob Moran. Donc j'avais créé la suite et donc j'avais écrit, je sais pas moi, 10-15 pages. Après j'avais abandonné parce que bon, c'est autre chose, hein. J'avais les jeux vidéo, la planche à voile en Bretagne, hein, le skimboard, les voitures télécommandées, la guitare, c'est plus simple que d'écrire, donc bon j'ai vite abandonné. Mais pour revenir à mon premier livre, donc je me disais romancer juste mon histoire en Italie, c'était pas assez pour moi, donc j'ai pas fait. Donc c'était trop facile en fait, je dis c'est trop simple, tout le monde fait ça. Les gens ils font des voyages, là ils partent 1 an, après ils reviennent avec leur carnet de voyage et regardez. Enfin, mais ils vendent en même temps, mais je sais pas, je trouvais juste bon. Il fallait que pour moi il y ait quelque chose en plus, je sais pas. Et jusqu'en 2018, il s'est passé plein de choses dans ma vie, hein, donc forcément. Et je voyais surtout qu'autour de mes 40 ans, là, de 35, 30, 40 ans, il y avait tout le monde qui commençait à divorcer, et puis commençait à me raconter des histoires avec les femmes, le monde du célibat, les sites de rencontres et tout. Et en particulier, mon frère jumeau qui lui, il a quitté, il devait avoir 32 ans, donc ça faisait
ça fait 15 ans. Et il me racontait un petit peu comment c'était galère en fait. Il me disait mais c'est incroyable les sites, les Tinder et tout, ça marche pas du tout. Il me disait c'est zéro, et il essayait de comprendre pourquoi. Alors il m'expliquait à mon avis, il y a ci, il y a ça, machin. Et je dis mais et parfois il me racontait un peu tous ces déboires qu'il a eu avec ces rendez-vous soi-disant. Et puis je dis mais il y a de quoi écrire des bouquins. Je dis avec ce que tu me racontes c'est irréel quoi. C'est irréel ce que tu me racontes. C'est pas possible. Moi, j'y arrive pas. Et pour le coup, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal. Parce qu'en 2018, j'ai eu un moment où j'avais beaucoup de temps. Et je me suis dit, comme je disais, si je fais rien, je vais éclater. Ben, je me suis mis à écrire un peu tous les jours ces idées-là que mon frère m'avait racontées, en romançant un peu un gars qui se fait larguer et qui après commence à 37 ans. Et je dis, bon, je vais en profiter. Apparemment, c'est facile. Et puis en fait, ils se rendent compte, et c'est plus tragicomique en fait, c'est des situations rigolotes, même si c'est tragique parce que lui, il arrive à rien en fait. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit, je vais pas faire un bouquin que là-dessus, je vais dire, tiens, je vais embrayer, il va partir vivre en Italie pour changer de vie. Il va changer de vie parce qu'en France, rien ne marche, ni son boulot, ni avec les femmes, et ni personnel. Donc il va partir en quête de son estime de soi perdue, et peut-être d'une femme. Qui sait. Voilà, je trouvais qu'il y avait assez de choses à dire pour écrire un bouquin. C'est pour ça que je me suis mis à le faire. Et puis parce que j'avais du temps. J'aurais pas eu de temps, j'aurais pas fait. Oui, ça, on est tous à peu près pareil. Pour se mettre le pied à l'étrier, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut du temps. Et parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Alors l'écriture en elle-même, ça peut être facile. Par contre, après, il y a la mise en page, il y a les corrections, il y a le machin, il y a le bidule, le truc. Tout ça, c'est vraiment comment dire, l'arrière des coulisses qu'on ne voit pas forcément quand on a un bouquin. Il y a effectivement la rédaction, l'histoire en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour, et ça, c'est vrai que c'est assez chaud. Après, moi, là-dessus, j'ai vraiment pas eu de problème. Franchement, vu que Word, je connaissais quand même bien, j'avais déjà fait pas mal de rapports de stage, des trucs, des fascicules. Donc, je me suis tout de suite bien parti. J'ai tout de suite utilisé le sommaire automatique avec les titres. J'ai tout de suite bien mis des sauts de page entre tous les chapitres pour bien les rendre les chapitres indépendants. Enfin, je veux dire, j'ai pas découvert le logiciel parce que si tu découvres le logiciel en écrivant, tu t'arraches les cheveux, à mon avis. Bon, ça va, regarde, j'ai encore des cheveux sur la tête et j'ai pas mal découvert Word pendant l'écriture. Non, après, moi, ce à quoi je fais allusion, notamment, effectivement, il y a la découverte du logiciel, mais bon, on le connaît à peu près tous. Il y a des fonctionnalités qu'on ne connaît pas, évidemment, mais qu'on découvre facilement. Après, par contre, c'est quand tu commences à faire lire ton bouquin à quelqu'un, quand tu commences à avoir des bêta-lecteurs, quand tu commences à avoir des correcteurs, des choses comme ça, c'est là que ça devient vachement moi, au début, je connaissais... J'ai tout fait en impro. Hein. J'ai fait lire à... Est-ce que j'ai fait lire à quelqu'un ? Ah si, j'ai fait lire à mes frères. Ils ont trouvé ça excellent, mais bon, ils ont trouvé zéro faute, en gros, super, c'est excellent, c'est trop bien, c'est trop marrant, c'est génial, il se passe plein de trucs, ouais. Et après, en fait, je me suis rendu compte en relisant à peu près, je pense, 58 fois en entier mon livre, qu'à chaque fois je trouvais des fautes, à chaque fois je rajoutais des trucs, à chaque fois je reconstruisais un peu, et à bout de la 59... Ça, c'est le piège, hein, c'est le piège de la créativité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas suffisant, c'est pas assez bon. Ah ouais. Donc, puis après, il vient des idées. Il y a toujours quelque chose d'améliorer. Il me dit, ah mince, j'ai pas mis ça, j'aurais dû mettre ça. Et oui, en plus, il y a ça. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je dis, bon. Puis voilà, puis après, le deuxième, c'est si dièse à la clé. Ça touche un peu ton deuxième domaine, qui est quand même le. Là, c'est pareil, j'ai eu une musical. idée. C'est une idée, alors on voit qu'il y a une partition, une rose sur une partition. C'est une romance musicale. Un petit peu. Et c'est pareil, ouais, c'est parce que il m'est venu une idée en fait. Je me suis dit, ce serait sympa que j'écrive un livre où le héros en fait est compositeur et il va composer pendant tout le long du livre, il va composer un morceau. Je me suis dit, mais pourquoi il composerait ce morceau ? Parce que j'ai fait juste un livre où le gars il compose le morceau. Parce qu'il a envie de composer, il n'y a pas trop de raison. Mais en fait, c'est parce que
on le sait pratiquement dès le début du livre, qui veut conquérir la chef d'orchestre. Il fait partie d'un orchestre, et à un moment donné, elle lui dit qu'il n'est pas capable. Et ça l'énerve. En plus, il est amoureux d'elle. Il dit, bah tu vas voir, je vais composer un truc. Ça fait un peu cucu, hein. Moi, je trouve que ça fait un peu cucu. D'ailleurs, il le dit lui-même dans le livre, ça fait vraiment cucu. Comme si elle allait me tomber dans les bras après avoir écouté mon morceau. Bref. Je ne sais pas si c'est cucu, mais c'est une réaction psychologique tout à fait normale. Hein. C'est-à-dire le côté challenge. Oui, voilà. Et piqué au vif. L'impossibilité contre laquelle on va se battre et qui parfois génère de la possibilité. Donc c'est tout à fait audible. Voilà, c'est ça, il est piqué au vif et il dit bah, tu vas voir, tiens. Tard, je vais te composer un truc et tu vas tomber dans mes bras après tard. Et donc c'était un peu le prétexte. Et puis après il y a plein de trucs, plein d'histoires autour. C'est pareil, c'est un peu une comédie. Comédie romantique. En cinéma, pour moi, ce serait une comédie, quoi. Tu sais, des trucs avec Franck Dubosc ou Danny Boone, où on rigole. Parfois on pleure un peu, parfois c'est tragicomique, c'est-à-dire on rigole comme, je sais pas, les Pierre Richard quoi, qui tombent dans un trou, dans le distrait. Bon, ben, tu vois, ça n'en est pas moins intéressant. Et l'idée, c'est aussi de maintenant de savoir comment tu fais pour en parler et toucher ton lectorat. Donc, c'est quoi? C'est des salons, des dédicaces, c'est les réseaux sociaux. Alors moi, je fais surtout des salons quand j'en trouve. C'est pas évident à trouver. Souvent, c'est trop tard en fait quand j'en trouve. Je vois sur Facebook ou Instagram des auteurs comme toi ou ceux que j'ai interviewés. Ah, je serai au salon de Parentis en borne. J'ai punaise. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des opportunités, on ne sait pas trop comment ça peut arriver. Ouais, et c'est trop tard, quoi. Chaque fois, c'est trop tard. Mais j'aime bien, moi j'aime bien les salons, même si chaque fois je vends très peu. Mon record, c'est 5. J'ai fait des dédicaces une fois à Saint-Médard-en-Jalles à l'espace culturel. Là, j'en ai vendu 7 une fois. Enfin, j'en ai fait que 2. J'ai fait un mercredi, j'en ai vendu 1. Et après, un samedi, j'en ai vendu 7. Je suis content. D'ailleurs, puisqu'on en est là, avec des choses assez rigolotes, tu te souviens que dans le troisième niveau du podcast, c'est ce que tu as appelé les questions ouvertes ou fermées. Et donc, je me suis dit lesquelles je vais pouvoir te poser, quoi. Alors, bon, je me suis dit, tiens, je vais commencer. Alors, j'en ai surligné 5. Je me suis dit, la première qui me vient, c'est si tu gagnais 1 million d'euros, tu ferais quoi en premier? Ah, si je gagne 1 million d'euros, je les place dans je sais pas quoi. Enfin, déjà, je pense que j'achète un appart en Bretagne, au bord de la mer. Je me casse d'ici. J'arrête de bosser. J'achète 2 ou 3 autres apparts. Je mets des gens dedans et puis je vis rentier. Et après, je voyage avec ma femme autour du monde. Ah d'accord. Voilà. Ok. Et j'apprends des langues et d'autres cultures. Ah, et j'écris, je fais des carnets de voyage. Peut-être que j'aimerais bien je ferais bien des carnets de voyage, mais dessinés. J'ai jamais fait, mais c'est un truc que j'aime bien. Voir les paysages, tu te mets là, puis je dessine en pastel ou je sais pas en quoi. En fume. Si tu pouvais vivre la vie d'un héros de cinéma, c'est qui? Ouais, ce serait vrai ça. J'ai posé 14 fois la question pratiquement, et je me suis jamais posé la question à moi-même. Je dirais bien Indiana Jones, quoi. Ah ouais, cool. Enfin, forcément, l'aventurier. Quand j'étais petit, on s'appelait les Goonies avec mon frère et les copains. La question suivante me paraît assez à propos. Donc, est-ce que tu as déjà sauté en parachute ou à l'élastique? Est-ce que tu as déjà fait ça? Eh bien, Patrick, non. Non, parce que franchement, c'est un truc, j'aurais pas le courage. Je pense que j'aurais pas. Peut-être parachute plus que l'élastique. Le parachute, je crois qu'on a moins le vertige en fait dans le ciel. Bah, après, je sais pas si on ouvre la porte et maintenant tu sautes, je sais pas. Me chie dessus à mon avis. J'ai jamais fait. Plus je vieillis, plus j'ai peur. En plus, j'aurais dû faire avant.
Et l'élastique, alors l'élastique, ça me dit rien du tout. Et même plonger de falaise haut, moi à 4 mètres, ça me va. Hein. 3-4 mètres, je suis content. Hein. Je suis pas de... Quand j'étais en Bretagne, quand j'étais jeune, et des copains, ils étaient obnubilés par. Ils cherchaient des falaises de 10-15 mètres, quoi. Alors on était allé au Pouldu, Ministère Sud, quoi, pas très loin de chez mes parents, là, vers Pont-Aven. Et on avait trouvé des falaises, ça devait faire 10 mètres. Hein. Il y avait des rouleaux en plus qui passaient en bas, fallait plonger, fallait laisser passer la vague et sauter après, évidemment. Fallait pas sauter avant que la vague arrive, sinon la vague elle te balançait dans les rochers. Alors, donc ils sautaient, les gars, les copains ils sautaient. Moi j'ai regardé, j'ai fait salut les gars. Moi je redescends. Hein. Ah non mais c'était non mais je suis vraiment pas, je sais pas le genre de truc, j'ai trop peur. Alors maintenant, est-ce que ça te plairait d'écrire un livre de science-fiction? Ah ouais, j'ai des idées. Ah ouais, cool. J'ai des idées, ouais, punaise, j'ai des idées qui sont bien, mais si ça se trouve, ça a déjà été fait. C'est toujours pareil. Hein. Ah, il y en a des mots, des ça, c'est la milliers et grande des milliers. question. La grande question qu'on se pose, ça. Ça me plairait bien, ouais. Mais bon, je sais pas. Après des science-fiction vraiment, genre Star Wars et tout, ça, j'ai pas spécialement d'idées parce que c'est tellement. Moi, quand ça devient trop, on peut faire n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait un peu de pragmatisme, je sais pas comment dire, de réalité, de quelque chose qui soit réaliste. On part vraiment sur du n'importe quoi, on va vivre dans l'espace, avec des lasers. Moi je suis un peu comme ça, moi. Les lasers c'est pas possible, parce que le laser normalement il s'arrête pas. Tu vois, je sens ça dans ma tête, moi. Ou respirer, je sais pas, il respire à moitié dans l'espace. Ou les vaisseaux qui tombent, c'est pas possible. Tu peux pas tomber dans l'espace. Il n'y a pas de gravité. Je trouve ça débile, moi, dans les. Quand il y a des batailles dans l'espace, tu vois, il y a baf, le vaisseau qui se fait exploser en deux, il tombe. Mais non, il peut pas tomber. Bah, c'est comme le feu, le vaisseau qui prend feu en plein milieu de l'espace. C'est un peu aberrant. Mais bon, oui, c'est aussi, c'est pas possible. Après, bon, c'est des dates, tu me diras, c'est des détails, tu peux dire, c'est un autre monde, c'est un autre. Mais c'est vrai qu'il y a des super trucs. Moi, genre, Interstellar, ça doit être mon deuxième film préféré avec Danse avec les loups. Interstellar, je pleure à chaque fois. Interstellar, je sais pas si c'est possible tout ce qui se passe, mais peut-être quand même. C'est vraiment la réalité. Ils prennent un vaisseau, dans le vaisseau ils volent, ils peuvent pas marcher dans le vaisseau comme dans Star Wars. Tu peux pas marcher dans un vaisseau, c'est pas possible. T'as la gravité, il y a la pesanteur. Et ils vont très loin, et c'est incroyable parce que ça peut être possible. Un jour, ce sera sans doute possible. Je trouve ça génial. Et c'est pas vraiment science-fiction. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus futuriste. Ça peut faire plein de choses. Bon, alors maintenant, on va passer à quelque chose justement de très, très factuel. Est-ce que tu as un petit rituel matinal? Alors mon rituel matinal, c'est enfin rituel, c'est pas. J'ai tendance, oui, je me lève, je prends moi un petit truc, je mange des gâteaux, des machins sucrés qui me font grossir, un thé, j'emmène mon fils prendre le bus. Après, je reviens devant l'ordi avec mon thé. J'aime bien faire un petit peu 1 heure et demie d'un jeu vidéo que je découvre en direct sur Twitch et que je mets ensuite sur ma chaîne YouTube. Après, je bosse. Ou alors je bosse, hein, si jamais j'ai vraiment beaucoup de boulot, je fais pas de jeux vidéo. Juste si je vois que j'ai le temps, je me dis tiens, à 8h, j'ai pas envie de bosser 8h, je me fais mon petit jeu pour me réveiller tranquillement avec mon thé et mon chat. Mais ça là, c'est un petit peu le rituel que j'ai commencé il y a 3-4 mois. Je me suis dit, moi j'adore les jeux vidéo et je sais jamais quand en faire. Mais je dis, mais autant le faire avant de commencer la journée. Ça c'est fait. L'essentiel c'est que tu trouves quelque chose. Après, tiens, c'est assez rigolo parce que j'ai regardé rapido, puisqu'en fait, tu tiens très très bien tes fichiers à jour. Et donc, toutes les personnes que tu as interviewées, il y avait la notion des recommandations. Alors, je me suis dit, bah, tiens, puisque nous, on a été sollicités par rapport à ça, toi, qui pourrais-tu recommander? Bah moi, par exemple, là, j'ai lu il y a pas très longtemps un livre de Gaël Osseret, je crois que ça se dit, qui s'appelle Tu sais où me trouver, je crois. Et assez touchant. C'est aussi du feel good, un peu comme c'est la mode, j'ai l'impression en ce moment.
Et Agnès Ledigue, Mélissa d'Acosta, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que c'est plus triste, je trouve. C'est plus triste que gay, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qui me dérange. Après, moi, je suis plus feel good. J'aime bien quand ça finit bien, en fait. J'ai du mal avec les histoires. Mais après, c'est très bien écrit, hein. Elle a très bien écrit, Gaëlle. D'ailleurs, elle a eu le prix de l'entraide auto-édité. C'est elle qui a gagné l'année dernière. Mais je crois que c'est avec ce livre-là. Ou alors c'est avec un autre. C'est un autre. Et c'est un peu la mode en ce moment. D'ailleurs, je suis en train de lire de Laurie M. Et chez Michel Lafon, c'est un peu ça aussi. Ah oui, mais C'est ça sur suit des une mode, c'est des effectivement. histoires tragiques, quoi. C'est des drames, quoi. C'est vraiment des drames. Et bon, bah merci Patrick. Et puis à la prochaine alors. Pas de souci. Donc on dit au revoir à 8000 viewers. Il y a 8000. Oh merci. Attends. Ah non, je me suis trompé. Attends, il y en a un. 8. Il y en a un, Ah, c'est moi. ah, merde, oui, alors ça, c'est pas possible, ça. Bon, mais on va dire merci à Ryan Flock alors d'avoir À suivi cette moi-même. émission. Et puis Passionnante. on dit au revoir aux gens de YouTube qui nous regardent. Salut des gens de YouTube.